Alors, on va essayer de voir la rééducation de l'épaule instable. Ce que je vais vous présenter, je ne vais pas faire quelque chose de scolaire avec J1, on commence à faire ci, J7, c'est au cas par cas qu'on va adapter. Je vous présente la rééducation de l'épaule instable en progression, que ce soit un traitement, vous allez pouvoir l'appliquer à un traitement conservateur ou à un traitement post-opératoire. Et la reprogrammation neuromusculaire, comme l'a bien dit le docteur Abadi, malheureusement, il y a beaucoup de récidives. Donc, souvent, à la première luxation, on a tendance à y dire bon, mais on va essayer de rééduquer, etc. Moi, je pense qu'il faut rééduquer en première intention une épaule instable, faire tout notre possible musculairement et au niveau des corrections des décentrages pour optimiser la fonction de l'épaule. Et si après ça récidive, on a tout fait en première intention pour éviter que, à ce moment-là, après, on peut se poser la question de l'intervention chirurgicale. Mais la reprogrammation neuromusculaire que je vais vous montrer, elle s'intéresse à l'épaule instable non opérée, à l'épaule instable opérée. Ce que je vais vous montrer, c'est après, vous respecterez vos délais de cicatrisation, respectez l'immobilisation du chirurgien, les délais, etc. Mais c'est après à adapter au cas par cas, il n'y a pas une recette magique. Je vais juste essayer de vous présenter ça, mais je pense que dans tous les cas, on ne peut pas renforcer une épaule, on ne peut pas vivre avec une épaule qui a une mauvaise cinématique articulaire. Donc en post-opératoire, il va falloir absolument optimiser les mobilités passives de l'épaule, petit à petit corriger les décentrages antéro-supérieurs. Le décentrage en spine en post-opératoire ne se fera pas de suite. Il va falloir éviter la fonte musculaire. Je pense qu'il faut absolument électrostimuler en post-opératoire toutes vos épaules. Nous, on électrostimule à longueur de journée, on ne fait jamais de TENS, mais on fait de l'électrostimulation à longueur de journée de l'infraépineux et du supraépineux. Ce sont des muscles qui sont, quand vous êtes immobilisé, qui sont en position, parce que les butées sont la plupart du temps immobilisés coude au corps, en rotation interne. Votre infraépineux a des fibres musculaires distendues qui ne vont pas se contracter pendant combien de temps? Il va falloir préparer et lutter contre la myotrophie musculaire par des courants électrostimulateurs en endurance. Et ensuite, on va essayer de voir ensemble comment en progression, on va restaurer force, endurance, puissance et tout ce contrôle neuromusculaire pour adapter l'épaule, comme a dit le docteur Abadi, à des mouvements extrêmes dans les sports que font ces patients-là. Je pense que le premier point clé, le premier message que je veux faire passer, c'est quand il y a une épaule qui est mal normalisée sur le plan de la cinématique articulaire, je pense que le renforcement musculaire va être délétère, pas vraiment pour la butée, plutôt pour créer des douleurs d'épaule et le patient va très vite avoir une inflammation d'épaule et qui va nous ralentir parce qu'il va se plaindre de douleurs qui ne sont pas des douleurs dues à l'immobilisation, dues à l'opération, mais des douleurs d'inflammation, de bursite post-traumatique. Donc on va dans un premier temps, je vais vous montrer un peu les manœuvres de correction que l'on effectue pour optimiser en post-opératoire la mobilité de l'épaule. Et ensuite, je vous parlerai du renforcement musculaire. Donc là, je vais procéder chez ce patient qui a été opéré il y a 3 mois d'une butée, qui est au cabinet en ce moment. On va procéder à une correction du décentrage antéro-supérieur dans un premier temps par des techniques manuelles. Je vais donc m'opposer à l'excès de translation de la tête humérale par ma main correctrice en haut lors du mouvement de flexion. Je vais réaliser des circonductions sans jamais tracter, sans jamais décoapter. La rééducation que l'on propose selon la méthode CGE est toujours indolore. 100% la rééducation doit être indolore à l'exception d'un geste qui est la mobilisation acromioclaviculaire qui peut faire mal. Et là, on va mobiliser en adduction horizontale pour réinformer. Les mobilisations passives, ce n'est pas anodin, hein, c'est le premier stade de la proprioception. On est en train, petit à petit, de réinformer les fibres de collagène de la capsule postéro-inférieure du meilleur. En leur redonnant des contraintes mécaniques, on va la rallonger un petit peu, on redonne des informations proprioceptives et on va réintégrer passivement, en actif aidé, excusez-moi, l'élévation antérieure, le bon schéma moteur. Les gens qui se sont luxés l'épaule comme les gens qui ont mal à l'épaule, on ne lève pas l'épaule comme ça n'arrive pas dans la vraie vie. On lève l'épaule comme ceci, avec un couplage avec le coude. Donc on va réintégrer ce bon schéma moteur qui est très souvent perdu chez les gens qui souffrent de l'épaule. Les mobilisations passives répétées et indolores vont permettre de mécaniser le collagène, c'est-à-dire de lui redonner un peu de longueur. Le collagène va répondre aux contraintes répétées, douces et indolores. Grâce à ces mobilisations passives, on va obtenir petit à petit une meilleure adduction horizontale. Dans un certain cas, après, là on est à 3 mois post-opératoire, on va même procéder à un étirement de sa capsule postérieure si la tête humérale pivote bien au centre de la glène par des techniques de tenue relâchée qui doivent être respectées un certain nombre de règles, c'est-à-dire 110 degrés dans l'articulation gléno-humérale en adduction horizontale et aucune douleur antérieure. Ce tenue relâché va permettre petit à petit
de redonner un peu de souplesse de longueur au collagène et donc de restaurer la mobilité en adduction horizontale qui est fondamentale dans toutes les épaules, notamment l'épaule luxée, mais dans toute épaule douloureuse, je pense que ce geste-là est fondamental. Donc après avoir corrigé un petit peu le décentrage antéro-supérieur, là on va faire une correction du décentrage en spine qu'on a présenté tout à l'heure. Avec ma main gauche, ma main correctrice, je vais rétablir la perte du glissement antérieur lors d'une rotation interne. Et avec ma main mobilisatrice, je vais exercer une rotation interne dynamique avec de la vitesse pour permettre de restaurer ce mouvement mineur, mouvement majeur. On va faire des mobilisations passives répétées pour réinformer les capteurs capsulaires et capsulo-ligamentaires de l'épaule du meilleur positionnement de la tête. Ces mobilisations passives répétées sont fondamentales. On va voir après, je suis entièrement d'accord avec le docteur Abadi, on ne doit surtout pas se contacter de peu de rotation externe chez nos patients opérés de butée. Mobilisation passive également en abduction. Ça, c'est la correction d'un décentrage rotatoire en spine. Donc là, on est chez un patient qui est un petit peu raide, on a 3 mois post-opératoire, et il va petit à petit s'assouplir dans le dernier mois et demi de rééducation. Je partage tout à fait les délais que dont le docteur Abadi a parlé. Nous, on a sur des reprises du sport entre 4 et 5 mois selon les sports et surtout selon la clinique du patient. Mobilisation scapulo-thoracique fondamentale, restaurer ce plan de glissement entre la scapula et le grille costal, fondamental au bon fonctionnement de l'épaule. Ça, on le fait en post-opératoire à J2 d'une prothèse inversée, comme d'une tendinopathie d'épaule. Mobilisation en tilt postérieur pour redonner cette fonction de bascule postérieure de la scapula. C'est un travail actif aidé pour recruter le trapèze inférieur qui va inhiber son antagoniste, qui est le petit pectoral, trop souvent raccourci, trop souvent contracturé chez nos patients qui souffrent de douleurs d'épaule. Mobilisation acromoclaviculaire par prise directe, trop souvent oubliée, fondamentale de la normaliser. On va travailler ici par un travail d'hypersonnette externe. On va réveiller ce grand dentelé qui est fondamental, ce dentelé antérieur qui est fondamental de la moine cinématique articulaire de l'épaule, neuromusculaire. En aucun cas on le travaille comme ça. On a constaté qu'en faisant un travail du dentelé antérieur comme ceci, cela avait tendance à sagittaliser la scapula, qui est trop sagittalisée chez les gens qui souffrent de douleurs d'épaule. On le travaille plutôt dans sa fonction de sonnette externe, couplé avec le trapèze inférieur. Et ici, on va restaurer cette force de compression par des compressions manuelles. Dans le cadre d'une épaule instable, on peut se balader au fur et à mesure dans l'ensemble de l'arc articulaire. Toujours au-dessus de 90 degrés, pour éviter d'impacter les structures sous-acromiales. On ne comprime pas comme ceci. On respecte plus de 90 degrés pour avoir un deltoïde qui va dans le sens de la coiffe, qui est coaptateur et être protecteur. Et après, petit à petit, on va reprogrammer musculairement l'épaule. On peut y revenir au délai, etc. Là, c'est pour vous montrer une progression. Il y a une règle clé qu'on donne chez tous nos patients, notamment chez les épaules instables, chez tous nos patients, ça ne doit pas faire mal. Le renforcement musculaire ne fait pas mal quand on le fait, et ça ne doit pas provoquer de douleur après. Et il faut toujours respecter ça, cette progression, ne pas être pressé, surtout. On va commencer éventuellement par retonifier un petit peu les fixateurs de la scapula. On va d'abord les réveiller dès le premier jour post-opératoire, en auto-rééducation par ce travail de tilt postérieur que le patient va devoir faire régulièrement pour activer les fibres du trapèze inférieur. Je te laisse faire la suite. Attends, oui, excuse-moi. Petit à petit, on va réveiller l'ensemble de la coiffe des rotateurs. En post-opératoire, on attendra pour travailler la deuxième phase. Je vais vous expliquer après. C'est un travail statique, 4 phases, initié par les membres inférieurs. Travail statique. Ce travail statique-là, en post-opératoire, il faut faire attention au subscapulaire, qui est quand même, il va falloir être très prudent par rapport au subscapulaire sur le premier mois post-opératoire. Je ne fais pas ça en post-opératoire, hein, bien sûr. Là, on est autour de, sans ce travail en rotation interne, pour les 3 autres phases que vous allez voir, on est autour d'un mois post-opératoire. Ce travail de stabilisation 4 faces va permettre de réveiller petit à petit les muscles de la coiffe des rotateurs. On va le faire dans l'ensemble des plans, mais ce n'est pas le membre supérieur qui initie le mouvement, c'est les membres inférieurs. On s'en sert pas mal pour réveiller, tonifier un petit peu la coiffe en début de rééducation. Voilà, pareil en rotation externe. Le deuxième travail, je te remercie, oui, c'est que des vidéos. Non, c'était une vidéo, excuse-moi. C'est la même ? Ouais, non, c'est pas la même. Je veux bien que tu la passes, celle-là. Excuse-moi, il n'y a que des vidéos. Donc, travail statique des rotateurs externes pour éviter les forces de cisaillement. On ne fait jamais de travail dynamique, sinon ça va être délétère pour le supraépineux. On l'a vu tout à l'heure en physiopathologie. Travail statique, peu d'amplitude.
5 secondes de contraction environ à 5 secondes de repos. Ce sont des muscles mal vascularisés, fatigables. On peut aller jusqu'à 10 secondes en fin de rééducation. Travail statique avec ces orthobandes. Bien sûr, le travail statique des rotateurs internes, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est un travail bras relâchés. On n'active pas les 3 grands qu'on n'a pas envie d'activer. Les bras sont relâchés, on fait un travail de rotation externe. On ne va surtout pas chercher à coller le coude au corps. Puis en progression, de manière indolore, on va travailler avec ces barres vibrantes que certains connaissent pour restaurer les forces de coactivation, de co-contraction de la coiffe des rotateurs, dans un premier temps à 2 mains, puis en progression à 1 main, quand le patient a bien maîtrisé l'exercice, qu'il a bien toléré la barre vibrante. On va pouvoir commencer à le faire sur les 2 mains. Mon associé il a parfaitement raison. Avant, je faisais reposer les patients. Maintenant, je leur fais faire du bras controlatéral. Tant qu'à faire, ça prévient les problèmes sur le côté controlatéral. Cette barre vibrante, cette stabilisation dynamique va permettre de restaurer, de réveiller l'ensemble des muscles périscapulaires dans la coiffe des rotateurs. Ce n'est pas si facile que ça à faire, ça demande une bonne coordination musculaire. On va ensuite intensifier le renforcement musculaire des fixateurs de la scapula. Excuse-moi, ouais, c'est bon. Par un travail avec un rameur, avec un TRX très lent, sans jamais amener le coude plus en arrière que l'épaule pour éviter de distendre l'intervalle des rotateurs qui est très fragile. Il va falloir être très prudent par rapport à ça. En rééducation, nous, on respecte 3 règles de renforcement musculaire. En plus que ça soit indolore pendant et après, c'est ne pas distendre l'intervalle des rotateurs. On ne travaille jamais la rétropulsion comme ça, on ne force jamais dans ce sens-là. Pas de rotation dynamique analytique pour prévenir les forces de cisaillement et on comprime toujours au-delà de 90 degrés. En respectant ces 3 règles-là et la progression et les délais post-opératoires, on va bâtir notre rééducation. Donc renforcement musculaire classique comme ceci, au rameur, début de stabilisation. En progression, on va pouvoir coupler un travail des rhomboïdes avec un travail de rotateur externe en RE2, comme vous le voyez ici. Travail statique pour éviter là encore les forces de cisaillement. Prudence. On va pouvoir commencer à travailler sur le plan proprioceptif, par exemple avec des exercices au laser, où la patiente va devoir les yeux ouverts pointer, puis les yeux fermés pointer et vérifier qu'elle est au même endroit. Ça permet de travailler le sens positionnel de l'épaule. On va parler après de ces mots qui sont entre guillemets à la mode de feed forward et de feedback. Donc là, le patient, là c'est le jeune rugbyman qui a une instabilité multidirectionnelle. Là, on est en train de lui montrer, de lui réapprendre, entre guillemets, à arrêter son mouvement, à contrôler par la scapula. Vous avez vu que le mouvement, là, il n'est pas que gléno-huméral. Hein. On ne fait pas ça. Hein. La scapula, déjà d'entrée, est réintégrée dans le schéma moteur, dans la rééducation d'entrée. Travail proprioceptif qui est intéressant aussi à faire. La proprioception, il ne faut absolument pas la négliger. Nous, on fait faire beaucoup ça à nos patients et surtout quand ils sont fatigués. On travaille la proprioception quand ils ne sont pas fatigués, mais quand ils sont fatigués. En fin de rééducation, lui, là, quand il fatiguait l'épaule, on lui faisait travailler et on le déstabilisait, on n'était pas obligé de la lancer, en changeant les poids, on lui demandait de lancer le ballon qui passe au-dessus de ses yeux. Il va travailler sa qualité gestuelle, on le déstabilise. Je pense qu'il faut travailler la proprioception aussi quand nos patients sont fatigués. Parce que c'est là où il va être en danger. Après 70 minutes de jeu, le centre, quand il arrive sur son dernier plaquage, son épaule elle est plus en danger quand il est fatigué. Moins bonne contraction musculaire, moins bonne coactivation, il risque d'être en danger. Je rappelle cette diapo fondamentale qui est plus vous avez de force de compression, moins vous pourrez vous luxer. Ça, on le sait depuis 1993. Je suis sorti d'école de kiné en 2006. On nous apprenait encore à décoapter. Il faut coapter pour diminuer les translations possibles. Les décentrages et les je veux bien que tu mettes. Et donc pour ça, on va toujours coapter au-delà de 90 degrés pour prévenir les compressions de l'espace sous-acromial. On peut le faire comme ceci. On fait faire des poussées au poteau. C'est un exercice que je fais faire énormément à mes sportifs avant qu'ils aillent sur le terrain. C'est facilement reproductible. On parlera un peu d'autorééducation. Je pense qu'en autorééducation, il faut simplifier les choses. Si on leur demande des trucs très compliqués avec beaucoup de matériel, ils ne le feront pas. Je pense qu'il faut proposer de la reproduction, des exercices faciles à reproduire dans un vestiaire, au bord d'un terrain. Ça, vous pouvez le faire sur une rambarde, dans un vestiaire. On va voir qu'on va travailler aussi au sol. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour renforcer le complexe neuromusculaire de l'épaule. On peut le travailler par des appuis au sol comme ceci. Le patient en progression, là, je ne vous ai pas mis tous les exercices, mais en progression, vous pouvez le laisser comme ça, le patient. Puis après, vous pouvez lui demander des petits appuis sur des petites impulsions sur un trampoline. Vous pouvez leur demander de lever une main, puis
de lever l'autre main. Ça travaille l'ensemble musculaire de l'épaule, le tronc. Je peux vous dire, ce n'est pas impossible. Il faut toujours respecter que l'angle entre l'humérus et le tronc soit supérieur à 90 degrés pour restaurer la force de compression sans danger pour l'espace sous-acromial. Il lève un pied, puis en progression, on peut lui demander de lever un pied, une main. Je vais vous montrer plein d'exercices. Bien sûr, je ne fais pas faire tous ces exercices aux patients dans la même séance, mais c'est pour varier, parce que les patients qui viennent chez nous pour 4 mois, les 2 derniers mois de renforcement musculaire, ils vont s'en lasser. Donc je pense que c'est intéressant de varier les exercices. Ça, c'est un exercice intéressant pour restaurer la force de compression. Thierry vous le montre ici sur des trampolines. Il y a autant de manières possibles de travailler en compression qu'il y a de kinésithérapeutes. Alors, non, c'est une photo. Juste pour feed forward et feedback, ce sont des mots dont on entend parler de plus en plus. Cette diapo, elle résume assez bien ces 2 grands mots. Quand on fait de la proprioception, on fait du feed forward et on fait du feedback. Là, le patient, il sait qu'il va devoir résister à un impact, il va tomber sur le trampoline, et on le voit, ses muscles ne sont pas, il n'a pas encore impacté le trampoline, que ses muscles sont déjà en tension. Il préactive ses muscles parce qu'il connaît la situation qu'il va avoir. C'est l'apprentissage, le feed forward. Mais c'est un peu le même principe que si vous prenez un gros carton d'un frigo, un gros frigo, et vous croyez qu'il est plein. Vous y allez, vous avez le feed forward, vous vous attendez à soulever quelque chose de lourd. Vous mettez une prétention musculaire importante et vous le soulevez, vous vous embarquez, il était vide. Vous attendiez à avoir quelque chose de lourd et c'était vide. C'est de l'apprentissage, c'est du feed forward, alors que le feedback, ça va être la réponse, quand il va s'impacter sur le trampoline, il va augmenter sa coactivation périscapulaire de l'ensemble des muscles périscapulaires. Donc feed forward et feedback ne s'opposent pas. Quand on travaille en proprioception, je pense qu'on travaille les deux. Je passe à la diapo suivante, j'ai ma pile qui est tombée. Et après, en progression, on va travailler chez nos patients en barre vibrante un petit peu comme ceci. Petit à petit, là, on va dire qu'on est dans le cadre d'une épaule luxée autour de 2 mois et demi post-opératoire. Après, opération type butée coracoïdienne, on va pouvoir lui demander d'entretenir sa coiffe dérotateur, sa endurance en position luxante, en RE2. Et puis là, c'est un jeune qui a une instabilité multidirectionnelle bilatérale, donc on le travaille aussi de l'autre côté. Et petit à petit, il est en train de réveiller sa coiffe. Ce sont des exercices très difficiles à faire. Il est tonique, hein, ce n'est pas chez tout le monde. Chez une tendinopathie de quelqu'un de 60 ans qui n'a jamais fait de sport, je ne fais pas ça. Hein. Et c'est la rééducation d'une épaule instable. Ça, c'est difficile. Il est en train de co-contracter sa coiffe en même temps qu'il fait ses mouvements. C'est très délicat. Moi, je pense que la rééducation en proprioception ne doit surtout pas se faire les yeux fermés sur un plateau instable. Ça n'existe pas. Ce rugbyman, lui, dans la vraie vie, il vit sur un sol qui est pas instable et il vit les yeux ouverts. Quand il court, quand il risque de se luxer, il n'a pas les yeux fermés et il n'est pas sur un pied à cloche-pied, les yeux instables ou je ne sais quoi. Je pense qu'il faut déstabiliser plutôt le cerveau par un travail en double tâche. Je te laisse lancer la vidéo. Là, le patient, on va lui demander de co-contracter sa coiffe dérotateur, d'activer sa coiffe dérotateur, et en même temps, on va déconcentrer son cerveau, entre guillemets, son attention, par un autre exercice. On lui demande de plus en plus vite d'être sur le step, de monter, de descendre. Ça lui permet d'optimiser la rééducation, parce que quand lui, il va courir, et qu'il est en position luxante quand il court au rugby, il n'est pas concentré sur son épaule. Donc je pense que c'est bien de reproduire un petit peu ce genre de situation. On va travailler au cabinet, on a ça s'appelle un chouk ball, c'est hyper pratique, on travaille énormément avec. On va travailler la qualité gestuelle de lancer, c'est un début de proprioception aussi, en changeant les distances, ce n'est pas évident à faire. On demande aux patients de lancer autour de RE2 et de récupérer autour de RE2 en changeant de bras, c'est très dur. Hein. Lui, il est fin de rééducation, on a fait beaucoup de rééducation ensemble, il était très bien. C'est un exercice intéressant à faire. On va commencer déjà à travailler cette compliance musculaire, dont on va parler après. Bon, ça, je vous passe, vous pouvez changer les supports. Moi, j'aime bien le faire aussi avec une petite balle de tennis. Ça va travailler la réactivité. Parce que la balle de tennis, quand elle va tomber, vous allez voir, au mauvais endroit, clac. On va commencer à travailler un petit peu les réflexes. C'est intéressant dans la progression en rééducation. Là, on est à 3 mois post-op chez le jeune dont on parlait tout à l'heure, pour vous montrer qu'à 3 mois post-op, on n'est pas fini la rééducation. Hein. C'est le jeune dont je vous ai montré la vidéo tout à l'heure avec la dyskinésie de la scapula. Là. Bon, il a une rotation externe qui n'est pas à 0. Hein. On va continuer à l'améliorer. Vous voyez que de l'autre côté, il est quand même un peu plus laxe, forcément. Mais on ne doit pas se contenter de 20 degrés en post-opératoire. Les tensions exercées par le chirurgien ne nous limitent pas à ça. C'est la correction du spin, du décentrage en spin, qui va nous permettre de retrouver la mobilité
en rotation externe. Là, je vous ai juste montré à 3 mois post-op chez ce jeune qui ne va pas exceptionnellement bien, je te laisse, qui a une rééducation normale, hein, ce n'est pas exceptionnel. Mais là, chez lui, on est en RE2 avec quasiment une rotation externe très correcte. Alors qu'on n'a jamais forcé là-dedans, on a juste corrigé le spin, mobilisé en rotation externe. Donc, en aucun cas, il faut se contenter d'une raideur d'épaule. Ce que je voulais juste faire passer comme message, c'est que ce n'est pas normal d'avoir 10 degrés de rotation externe après une butée. Il va falloir absolument retrouver cette mobilité en rotation. Comment voulez-vous qu'un joueur de tennis qui a un déficit dont on se contente de peu de rotation externe, il va forcément avoir des gros soucis qui vont apparaître dans sa pratique sportive. Donc c'était juste pour vous montrer qu'à 3 mois post-opératoire d'une butée, on n'est pas condamné à une raideur et on peut obtenir une bonne mobilité articulaire. Je vais vous montrer juste en élévation où on en était là, c'était pour vous montrer. On a une élévation antérieure complètement physiologique avec une rotation externe en RE2 qui est très correcte. Ce n'est pas encore parfait, mais ça va continuer à s'assouplir. Et une élévation antérieure, comme vous le voyez, quasiment physiologique. Oui, super. Merci. La pliométrie, qu'est-ce que c'est? C'est ces notions de cycle d'étirement-raccourcissement. On va mettre en tension un muscle, phase excentrique, avant de le raccourcir. Je te laisse. Donc, on peut le travailler de différentes façons. Ça, c'est la fin de rééducation d'une épaule instable, par un travail excentrique, concentrique. C'est intéressant dans le cadre du sportif d'aller loin dans la rééducation, en diagonale, etc. Je vais vous le montrer sur d'autres vidéos après. On peut aussi travailler avec ces élastiques pour travailler cette capacité, cette pliométrie avec une mise en tension et d'un coup sec, on va lâcher l'élastique très tendu. Ça va nous permettre de travailler ce cycle raccourcissement-étirement qui est important dans le cadre de l'épaule instable. On travaille beaucoup en chaîne musculaire. Il ne faut pas oublier que la force musculaire part des membres inférieurs. Chez un tennisman, je crois que c'est 50% de la force au service qui part des jambes. Il va falloir pas renforcer analytiquement l'épaule, mais en chaîne adapté, comme ceci, par exemple, chez ce jeune sportif, on va travailler un petit peu avec un travail d'équilibre. On va pouvoir le faire en diagonale, dans un sens, puis dans l'autre, avec un transfert du poids du corps initié par les membres inférieurs et ne pas renforcer analytiquement une épaule. Moi, je trouve qu'une épaule réagit mal au renforcement musculaire analytique. Le renforcement musculaire global est plus intéressant. On va pouvoir progresser en TRX. Ça, c'est très dur, ce qu'il va faire, ce jeune homme. En TRX, on peut être sur la fin de rééducation d'une épaule instable, dans ce genre de combinaison de mouvements, un mouvement comme ceci et un mouvement comme ceci. En RE2, ce n'est pas facile du tout. Ça, c'est intéressant à faire en fin de rééducation d'une épaule instable. On travaille pas mal avec ça, ça s'appelle un aquaïde, peu importe. C'est un ballon à moitié rempli d'eau qui va être instable. On va mettre le patient en compression au-delà de 90 degrés et on va lui demander, je ne veux pas entendre l'eau bouger dans le sac. Il va devoir la stabiliser, c'est pas facile. L'aquaïde, vous pouvez le remplir de ce que vous voulez comme poids, mais... Et là, je ne veux pas entendre l'eau bouger à l'intérieur du ballon. Et lui, il est en train de travailler différemment. On peut le déstabiliser par plein d'exercices. On va augmenter ce feed-forward, cet apprentissage, par une augmentation de la vitesse, en lui disant bras gauche, bras droit. Là, le patient, il n'est pas au courant. Et quand je lui dis gauche, il lève à gauche. Lui montrer, lui réapprendre ce couplage neuromusculaire complexe entre la scapula qui doit se frontaliser et la gléno-humérale. J'accélère un petit peu. Vas-y, je te laisse. En double tâche, parce qu'il faut varier pour ne pas les lasser, nos patients. Ben, nous, des fois, on leur fait faire ça. Hop là, quart de tour, en maintenant la barre vibrante à peu près au même endroit, ce qui fait que ça va modifier la position de l'humérus. Ça va être intéressant comme rééducation dans cette coactivation. Ça va modifier la position de la scapula lors du mouvement. En double tâche, il y a 50 trucs possibles. Vous pouvez faire, je vous ai montré plein d'exercices. Bien sûr, ils ne font pas tout dans la même séance, mais moi, je trouve que c'est intéressant de travailler comme ceci plutôt que muscler analytiquement une épaule. Je pense que c'est bien plus fonctionnel. Donc là, ce jeune homme, là, vous voyez, il a du mal à faire vibrer la barre vibrante, le stabi, et là, il y arrive un petit peu mieux. Donc je pense que c'est important de travailler en double tâche comme ceci. J'aime bien aussi, en fin de rééducation, travailler jusqu'à ses réflexes. Je suis derrière le patient, je lui jette une balle de tennis, il doit la rattraper.
cette réactivité. Ce sont des situations un petit peu face auxquelles il va se retrouver de nouveau dans sa pratique sportive. C'est intéressant d'aller travailler ça. Ensuite, pour travailler en compression, ça c'est très difficile. Sur un TRX, vous pouvez donc avoir une compression sur un point qui est plus fixe. C'est mobile, ça c'est très très dur, notamment au niveau abdominal, et ça réveille la coiffe, ça, dans sa fonction coaptatrice et l'ensemble des muscles périscapulaires. C'est un exercice intéressant, bien sûr qu'on ne fait pas à tout le monde. Mais en fin de rééducation d'une épaule instable, je peux vous dire que lui, il m'a avoué que c'était dur. Je vais que tu fasses la suite. Ça c'est bon, je crois qu'on l'a vu. Attends, ouais, celle-ci. Là par exemple, pour varier les exercices, moi je fais faire beaucoup ce genre d'exercice à mes patients sportifs. Ils travaillent comme ceci, en compression, toujours au-delà de 90 degrés. C'est rien d'exceptionnel, hein. Ça découle de la logique qu'on a de restaurer cette force de compression. On peut le faire sur ces échelles de vitesse où on va petit à petit déplacer un petit peu le patient. On va pouvoir introduire des notions de vitesse sur le même exercice comme ceci. Je veux bien, Romain, que tu lances la vidéo, excuse-moi. Sur cette notion de vitesse, on va réintroduire ce genre d'exercices qui vont reproduire un peu une situation, qui vont restaurer encore une fois cette fonction de compression. On peut aller jusqu'à des exercices en fin de rééducation très difficiles, compression sur un bras, et avec un kettle, je ne sais plus comment ça s'appelle, kettlebell je crois. On va faire ce genre de mouvement-là, où là, une rotation du tronc, ça va varier la position de la scapula. Là, vous voyez Thierry qui lance un karatéka sur des sacs de boxe comme ceci, un travail de chute, de réception qui peut être intéressant. Travail excentrique, vous pouvez le faire sur un trampoline incliné. Et tout ça, ça va être à mon sens, je te laisse lancer, c'est une des dernières diapos, intéressant. Moi, je fais faire assez souvent ça aussi, fin de rééducation des épaules instables. Le patient est en compression, c'est assez facile à faire. Et là, je peux vous dire que musculairement, les patients, ils se fatiguent énormément. Et on reproduit un petit peu tout ça. Et on va passer à la dernière diapo avec ce travail de la compliance articulaire. Ça, c'est très très dur. Fin de rééducation d'une épaule instable. Et vous voyez là, j'insiste sur le fait qu'il y ait la scapula qui soit engagée et que ça ne soit pas que la gléno-humérale. Alors ça peut ressembler à un travail dynamique qu'on peut faire comme ceci. Je pense que c'est plus fonctionnel et ça reproduit plus un schéma moteur avec un transfert du poids du corps qui initie le mouvement qu'être assis sur une chaise et faire des rotations dynamiques qui me semblent être moins adaptées aux gestes sportifs. Je pense donc, pour synthétiser, qu'il faut absolument dans un premier temps corriger les défauts de cinématique articulaire, optimiser ce contrôle neuromusculaire pour adapter l'épaule à ces situations hallucinantes que certains sports entraînent. Et il va falloir absolument l'auto-rééducation, c'est dès le premier jour, tilt postérieur. Dès que le patient va mieux, entretien de la mobilité en adduction horizontale, de la souplesse de la capsule postérieure de la scapula. On va bien fixer la scapula et étirer la capsule postérieure, encore une fois selon certains critères. Et l'échauffement, vous avez vu que ça ne demande pas beaucoup de matériel. Tout le travail en double tâche, tout le travail d'appui, il peut le faire sans problème dans son vestiaire, chez lui en auto-rééducation. Et je pense, on donne les exercices d'auto-rééducation en fonction de ce qu'on a vu au cabinet. Si le patient fait bien les exercices, force pas, etc., on va doser. Franchement, moi je suis de plus en plus persuadé que l'auto-rééducation avec du matériel, les gens ne le font pas. Et je pense qu'il faut trouver des exercices facilement reproductibles parce que les gens, ils oublient leurs élastiques ou leurs divers outils quand ils vont faire du sport, je pense. Donc ce genre d'exercice est facilement reproductible et en échauffement et en prévention de récidive, ça me semble intéressant. Vous l'adaptez bien entendu au délai cicatrisation après une butée, toujours selon la douleur, au cas par cas. Il n'y a pas de recette miracle, c'est toujours au cas par cas. Mais grosso modo, c'est cette progression-là qu'on essaie d'instaurer chez nos patients qui souffrent d'instabilité d'épaule, opérés ou non opérés. Voilà, il y a peut-être des questions par rapport à tout ça ? Sur les épaules qu'on passe en 110 degrés de flexion antérieure, sur quoi tu peux travailler du coup? Puisque tu ne peux pas faire tout ce qui est en compression, puisque tu n'as pas Ouais, alors dans ces cas-là, je suis patient, je recentre mon épaule, j'attends, et petit à petit, à partir du moment où on a une bonne élévation antérieure, sans douleur, je vais commencer à comprimer manuellement. Si le patient est capable de tenir ici le bras, que ce soit une épaule dégénérative, chez quelqu'un qui a plus de coiffe des rotateurs, une épaule de rotateur très abîmée, je pense que la compression va réveiller la coiffe basse, et je suis toujours patient. Le critère, c'est plus de 90 degrés, indolore.
Et après, en progression, il va falloir d'abord assouplir l'épaule avant de proposer un travail de stabilisation en compression, enfin un travail musculaire plus abouti. Mais si ton patient opéré d'une butée à 1 mois et demi post-opératoire, il est là, il lui manque un peu d'amplitude, rien ne t'empêche de travailler un peu en statique les rotateurs externes, rien ne t'empêche de travailler un peu les stabilisateurs de la scapula, mais toujours sans douleur. Mais grosso modo, moi je suis de nature assez prudente, et si l'épaule est douloureuse ou pas assez mobile, on patiente. Il y a parfois, après des interventions chirurgicales de butée, parfois des capsulites rétractiles qui apparaissent, mais c'est le même protocole, sauf qu'au lieu de passer de 4 à 5 mois pour une reprise du sport, on est à X mois. Les quelques capsulites rétractiles que j'ai eues post-butée, ils ont repris le sport parfaitement normalement à 1 an post-opératoire. Mais la capsulite, ce n'est pas un drame, c'est une complication post-opératoire. Il faut les rééduquer comme les autres en étant patient, sans jamais forcer sur la capsule. Et petit à petit, on les assouplit. Alors c'est sûr qu'au lieu de rester 4 mois au cabinet, ils restent plus longtemps. Mais dans le cadre de raideur d'épaule, on arrive à peu près à faire le même protocole, mais bien sûr adapté. Une autre question peut-être? Quand tu parlais de la sagittalisation de la scapula, tout à l'heure en expliquant que c'était un déficit neuromusculaire dans la luxation de l'épaule, est-ce que tu as retrouvé dans ta pratique des atteintes du nerf Charlemagne, notamment sur le grand dentelé qui serait quand même déficitaire? Oui, j'ai observé énormément de patients qui ont la même scapula que tu as vu tout à l'heure en vidéo. Voilà. Ça, pour moi, c'est une adaptation de la scapula à un problème quelque part dans l'épaule, de schéma moteur, un problème gléno-huméral de décentrage qui fait que tu as compensé lors de la descente. Ça se voit plus à la descente qu'à la montée. L'excentrique est plus difficile musculairement. Honnêtement, dans le cadre de luxation, s'il y a une atteinte neurologique, je pense que c'est plutôt le nerf axillaire qui est en danger. Moi, j'ai jamais eu. Alors, parce que souvent, les personnages Turner, c'est le jeune qu'on a vu là tout à l'heure avec la scapula qui se décolle, dans le catalogue EMG, il a peut-être une paralysie. Non, avec paralysie du grand dentelé, moi j'en ai vu, c'était une confrère kinésithérapeute qui avait ça, ben, ça récupère naturellement. Je crois que la récupération se fait dans les mois qui suivent, la plupart du temps. Ça dépend si c'est vasculaire ou traumatique, infectieux ou traumatique. Qui a une belle expérience, une belle série, et ils vont les neuroliser de temps en temps. Donc, moi, j'avoue que j'ai pas du tout cette expérience. Moi, j'en vois énormément de scapulas qui dysfonctionnent, et sur toutes les épaules qui passent au cabinet, je vois très rarement de paralysie du nerf du grand dentelé. C'est très rare. Mais dans ces cas-là, je pense que si tu es face à une patiente qui a vraiment une paralysie du grand dentelé, du nerf de Charles-Bell, je pense qu'il faut absolument les suivre en rééducation en évitant qu'ils décompensent en gléno-huméral et mobiliser pour éviter toute compensation gléno-humérale qui serait nocive pour sa coiffe. Mais il faut les accompagner dans le traitement. Mais j'ai peu d'expérience clinique sur ça, j'en ai eu 2 paralysies du grand dentelé. Et par contre, c'est quasiment toutes mes épaules qui ont un problème de scapula, qui dysfonctionnent. Quand je lui disais qu'il ne faut pas sagittaliser la scapula, je ne dis pas que ce n'est pas bien de la sagittaliser. Mais avant, je travaillais le grand dentelé comme ceci. Maintenant, je le travaille comme ceci. Parce que je pense que la bonne fonction du grand dentelé, c'est d'étirer, c'est d'activer cette sonnette externe, ces derniers degrés. Les gens qui ont mal à l'épaule, que ce soit les instables ou les gens douloureux, ils ont peur de lever le bras parce qu'ils ont mal. Ces muscles-là, ces fibres musculaires qui activent la sonnette externe de l'épaule, elles ne sont pas activées depuis très longtemps, alors que les gens qui ont mal à l'épaule, ils ont quasiment, une bonne partie en des scapulas, si c'est l'épaule droite qui dysfonctionne, qui a tendance à avoir un bord médial qui, à l'inspection, qui se sagittalise, enfin, qui ressort plus que de l'autre côté. Et je pense qu'en travaillant comme ceci, je l'ai longtemps fait, on aggrave un petit peu cette sagittalisation de la scapula. Je pense qu'il vaut mieux travailler le dentelé dans sa fonction d'hypersonnette externe pour dégager l'acromion en fin de mouvement et activer ce bon couplage sonnette externe, flexion du bras. Bon, mais merci à tous. Je laisse Antoine conclure. Merci.